Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui un nouveau concept où nous analyserons des albums et des chansons des grands noms de la musique. L'objectif ? Décortiquer les chansons qui accompagnent vos vies, vous apporter des connaissances sur vos tubes préférés et vous faire voyager au cœur des chansons. Nous partirons de l'album en le contextualisant, puis nous analyserons les chansons les unes après les autres. Et pour lancer ce concept, quoi de mieux que de commencer par un album incontournable de la chanson. Un album qui inscrit son artiste au panthéon de la variété française, un album qui clôture toutes les soirées réussies, Les Lacs du Connemara de Michel Sardou. Avant de commencer, sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité des chansons analysées sur Instagram. Bonne vidéo! Sorti en 1981, Les Lacs du Connemara est le 10e album studio de Michel Sardou. Autant vous dire que dès sa sortie, le succès fut au rendez-vous et plus d'1 300 000 exemplaires seront vendus. Pourtant, cet engouement n'est qu'en partie lié au hasard, nous y reviendrons plus tard. Sardou s'entoure de son équipe fidèle composée de 3 noms. Revaux, producteur et compositeur, Delanoë, parolier et Billon, compositeur. Là on y voit déjà plus clair, non? Bon, je vous explique. Revaux est le compositeur de Comme d'habitude de Claude François. Chanté plus tard par The Voice, Frank Sinatra sous le titre de My Way et repris plus de 3000 fois. Il est également le fondateur du label Tréma, celui qui produira la quasi-totalité de ses albums. Delanoë, auteur de 5000 chansons, directeur d'Europe 1, parolier de Fugain, Beko et Jodassin. Il écrit pour Sardou Les Villes de Solitude, J'accuse, Le France, Les Vieux Mariés, etc. etc. Billon, l'ami d'enfance de Michel Sardou, compositeur et réalisateur de plusieurs de ses albums, Verdun, Je vole et Victoria. Une fois ce beau monde présenté, vous comprenez au moins sur le papier pourquoi cet album devait être un succès assuré. De plus, il faut souligner que le Sardou provocateur et controversé est déjà loin. En effet, l'artiste a amorcé un changement de ton radical dans les années 70 pour devenir un chanteur populaire et fédérateur. Le temps des colonies, Je suis pour, J'accuse ne sont plus dans l'air du temps. Mais surtout, Sardou fait dorénavant l'unanimité. Enfin, il est en accord avec un public réuni autour d'un artiste et non d'une étiquette politique ou des provocations. En parlant d'accord justement, voyons comment certains dissonants ont conduit à un succès flamboyant. C'est la chanson de tous les records. Son single s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Une publicité nationale et intergénérationnelle qui pousse près de 150 000 Français à visiter ce coin sauvage de l'Irlande. Mais elle est surtout connue pour conclure toutes les soirées étudiantes et même les mariages. Bon, à présent, si je vous dis que cette chanson a failli jamais exister. Oui, la chanson la plus célèbre de Michel Sardou serait simplement liée au hasard. Laissez-moi vous raconter l'histoire. Après un long voyage en voiture, le synthétiseur de Jacques Revaux arrive à Saint-Georges-Motel dans la propriété de Michel Sardou. Les deux hommes se sont donné rendez-vous afin de composer les titres du prochain album. Jacques Revaux se met derrière son clavier. Il joue les premières notes, l'instrument est totalement désaccordé et au lieu de jouer des accords justes, ce dernier prend des airs de cornemuse. Il n'en faut pas plus à Michel Sardou et Pierre Delanoë, également présents pour l'occasion. Pourquoi ne pas écrire une chanson sur l'Écosse? Mais pourtant, les deux hommes n'y ont jamais mis les pieds. Pierre Delanoë est chargé de trouver de la documentation et des informations sur l'Écosse. Mais il revient bredouille. Enfin, pas vraiment, car même s'il n'a pas trouvé de la documentation sur l'Écosse, il rapporta de la documentation sur l'Irlande. Terre brûlée au vent. Dans cette partie, nous analyserons la chanson dans son détail en étudiant les paroles et la musique. Les premières notes nous plongent directement dans l'ambiance. Enfin, pas vraiment, plutôt le vent qui souffle dans les fjords et les lacs du comté de Galway. Après quelques secondes, les accords se lancent. Les notes résonnent dans la puissance du vent. Les vibrations et l'écho renforcent cette atmosphère lourde et pesante. Le synthé est rejoint rapidement par les violons qui ouvrent la chanson sur les 3 premières paroles, Terre brûlée au vent. Le synthé accompagne en tempo l'ensemble des paroles de la première partie du couplet, où Sardou plante le décor de manière rigoureuse. Terre brûlée au vent des landes de pierre autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Jusque-là, on sait où on va, dans un semblant d'enfer au Connemara. Bon, super, continuons. La deuxième partie du couplet est également descriptive, mais l'arrivée du piano en arpège nous donne à voir ces nuages noirs qui viennent du nord. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Alors là, la description du paysage donne vraiment envie de s'y rendre. Il fait sombre partout, c'est un peu comme l'enfer pour les vivants, mais ne vous inquiétez pas les gars, c'est le Connemara. Bon, passons, au moins le décor est planté. Puis d'un tempo calme et quasi mystique, le coup de timbale nous fait passer au cœur d'un mariage. Je pense que c'est la plus grosse information pour 80% des personnes qui regarderont cette vidéo. Oui, les lacs du Connemara parlent pendant un couplet d'un mariage.
Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit « je suis catholique », Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. Profitant de l'accalmie dans ces contrées obscurcies par les nuages, Sardou nous propose un tableau, celui d'une femme se baignant nue dans un lac, Maureen. Et Maureen n'a pas l'air bien seule puisque Sean Kelly est là aussi. On ne sait pas bien pourquoi. Quoi qu'il en soit, tous deux sont catholiques depuis que Saint Patrick a évangélisé l'Irlande. Alors, autant en profiter, ils se disent oui dans l'église en granit de Limerick. Parlons du tempo. Vous remarquez qu'il a changé? On commence à battre du pied, à bouger partout, bref, on n'est pas au cœur d'un mariage après tout. Le tempo monte progressivement, la cornemuse, en réalité toujours le synthé désaccordé, fait son entrée en scène. Et puis il n'y a pas que les instruments qui arrivent, l'ensemble de l'ouest de l'Irlande participe également. Les villes et les noms emblématiques irlandais défilent. De Tipperary, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connor, les O'Connolly, les Flaherty du Ring of Kerry. Surtout, comble de la chanson, on est dans une chanson où l'on boit 3 jours et 2 nuits. Après la reprise des paroles du premier couplet, on se replonge dans l'univers irlandais, entre pluie et soleil, pas des chevaux et monstres des lacs. Attendez, ce n'est pas en Écosse? Eh bien figurez-vous que l'Irlande également regorge de légendes et de mythes sur les créatures vivant dans les eaux troubles de ces fjords. Enfin, la chanson se termine par des références historiques à la farouche volonté d'indépendance irlandaise face aux Anglais et aux Gallois. Pourtant, la paix n'est pas envisagée dans la chanson, car les hommes d'ailleurs, cherchant le repos de l'âme, savent avant tout le prix de la guerre, la liberté. La chanson se termine par ce que l'on attend tous, la symphonie des instruments qui, comme une machine inarrêtable, finit sur les la 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 la. Mais pourquoi sommes-nous obligés de chanter et de danser sur ce passage? Pourquoi la chanson entière nous emporte-t-elle à chaque soirée? J'en ai peut-être une explication, son tempo. 111 battements par minute, ce qui est à peu près le cœur dans un effort moyen, et c'est parfait pour se laisser porter par la musique. Qui sait si Michel Sardou ne l'a jamais retiré de son tour de chant pour cette raison. Et puis dans cette musique, il se passe quelque chose d'héroïque, presque de glorieux. On se voit au cœur de ces paysages naturels. On se voit au cœur de ce mariage irlandais. On se voit tout simplement en Irlande chanter cette chanson au milieu des lacs. Chose qu'à la 7e, nous avons faite. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois. Pas avoir son âme plus noire que celle des autres femmes. La seconde chanson de l'album est certainement le plus bel hommage au plus vieux métier du monde. Comment parler de la prostitution sans pour autant tomber dans les clichés de ces femmes dites de petite vertu, ces filles de joie, ces tapins, ces putains, ces putes. La chanson écrite par Pierre Delanoë déconstruit le mythe de ces femmes aux marges de la société. Au cours de la chanson, on brosse le portrait d'une femme qui finalement n'est pas si différente des autres. Les paroles commencent par une mise en contexte de la vie de cette jeune femme de 30 ans. On apprend qu'elle vit dans un petit duplex au Sacré-Cœur, qu'elle dispose de tout le confort à la maison, qu'elle jouit du complexe du bonheur. Bref, pas grand-chose de différent des autres femmes de 30 ans. Ce premier couplet permet de banaliser la vie de cette jeune femme qui n'a que son travail de différent. Ce soir, elle fera la pute. Après la banalisation, le second couplet est beaucoup plus sombre. En effet, l'opposition entre la noblesse et le métier de prostituée renforce le caractère marginal du métier. Sardou montre que depuis des siècles, les marginaux de la société se rendent chez les prostituées qui savent leur donner de l'amour. Enfin, tout n'est pas si rose, car dans la glorification des millénaires de prostitution se cache tout de même en un seul vers le mépris de toute une société. Ses collègues sont en vérité de petites sœurs de charité, pas davantage. On pourrait croire que ce couplet dénigre ces femmes qui vendent de l'amour, mais pourtant Sardou parle de la réalité de leur travail. Elles apportent un peu de réconfort à ces marginaux de la société. L'utilisation de l'ironie par les quartiers de noblesse, ou encore le rappel de la condition de ses collègues, renforce la glorification ou l'hommage à ces femmes. Après la contextualisation, la marginalisation place dans le troisième couplet à la normalisation et à la banalisation. Dans ce couplet, en effet, on voit que ces femmes cherchent avant tout à se sortir d'une certaine misère de la campagne pour pouvoir faire fortune. Malgré les trésors de la terre, terme employé à mon avis par l'entourage de ces femmes, ces dernières préfèrent ceux du bitume, à savoir la rue. Et puis vient le point d'orgue de la chanson, la cime de l'hommage, lorsque Michel Sardou dit
Elle ne croit pas voir son âme plus noire que celle des autres femmes que l'on culbute. Là aussi, l'ambivalence est de rigueur comme dans l'intégralité de la chanson. On rend hommage mais tout en employant le vocabulaire dénigrant du métier. Ces femmes sont normales et n'ont rien de différent des autres. Vous comprenez à présent le titre de la chanson? Enfin, le couplet se termine par certainement une dose d'égalitarisme. Au fond, dans ce monde unisexué, il n'y a pas que des femmes, mais bel et bien des hommes à part égale. N'y voyez selon moi aucune allusion à la prostitution masculine, même si au contraire beaucoup d'hommes se prostituent pour quelque chose. Si l'on reprend la définition, action d'avilir, de s'avilir dans un comportement dégradant. Bref, fermons la parenthèse homme-femme et passons au dernier couplet. Ce dernier couplet marque l'espoir de changer de vie, de ne plus faire le trottoir pour trouver une vie meilleure au soleil et à la mer. Cependant, cette liberté a un prix, ce que l'on discute dans les courants d'air et longues nuits d'hiver dehors. Cette fin de chanson marque certes l'espoir d'une vie meilleure, mais elle marque aussi et surtout la réalité d'un corps qui prend de l'âge. Le temps va vite, le temps court dans ce vieux métier de l'amour qui l'a fait vivre. Un jour, elle ne pourra plus faire ce métier. Sardou nous projette ainsi dans 10 ou 20 ans, tout en nous ramenant brusquement à la réalité. Ce n'est pas demain la veille, ce soir, il faut faire la pute. Avant de terminer, parlons de la musique. Elle accompagne à merveille les paroles de Sardou, mélangeant élégance de ces femmes et tristesse du métier. Mais l'important dans cette chanson, c'est avant tout les paroles et moins la musique. Alors, que penser de cette chanson? Est-ce un hommage? Est-ce un pamphlet contre la prostitution? Est-elle là pour dénigrer le métier? Je pense que dans l'ambivalence des couplets, Michel Sardou brosse le portrait d'une femme banale, travaillant pour offrir à son petit garçon tout le confort à la maison. Elle n'est pas différente des autres femmes, vendre son corps ne fait pas d'elle un monstre aux marges de la société. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous croiserez une prostituée dans la rue, pensez à cette chanson. Ce sont des femmes et rien d'autre. À nous la mer et le soleil, mais ce n'est pas demain la veille. Ce soir il faut faire la pute. Mauvais homme, mauvais mari, mauvais... Troisième chanson de l'album, Le Mauvais Homme est certainement la plus puissante. On a littéralement l'impression que Sardou se met dans la peau d'un marginal, d'un misanthrope. Un homme qui a perdu l'ensemble de ses repères. Pour lui, la société ne fait pas sens. Il se sent comme un mauvais homme. Le Mauvais Homme de Sardou aurait clairement pu être la bande originale du Misanthrope de Molière. Au niveau des paroles, Sardou fait équipe avec Jean-Loup Dabadi, auteur et parolier reconnu. Et quand on évoque Dabadi, on ne peut qu'être heureux car l'auteur a signé La Gifle de Claude Pinoteau et Le Je sais de Jean Gabin. Niveau musique, le classique. Sardou est accompagné de ses amis Jacques Revaux et Pierre Billon. La chanson commence par l'entrée des violons qui jouent la mesure de manière remarquable. À l'image d'un métronome, la gravité des violons fait entrer le personnage dans la chanson. On comprend immédiatement qu'il s'agit d'une chanson qui se veut grave. Les notes du piano renforcent l'aspect dramatique de l'intro. Le premier couplet marque l'entrée du protagoniste de la chanson. Tout a commencé dans l'amour et le sang, une femme m'a mise au monde en hurlant. Rien que la première phrase est très forte. On y oppose l'amour et le sang, comme s'il était né dans la douleur et la peine. Jusque-là, rien d'anormal, me direz-vous. Mais pourtant, si vous remarquez bien, Sardou ne chante pas « Ma mère m'a mise au monde en hurlant », mais « Une femme m'a mise au monde en hurlant ». Comme si, au cours des 9 derniers mois, il était étranger au propre ventre de sa mère. Comme si, au cœur de sa génitrice, il était déjà anomié. Elle m'avait gardé comme le pourboire d'un homme qui ne l'a pas regardé en l'aimant. À ce moment-là, on comprend pourquoi il se sentait vraiment étranger. Le pourboire d'un homme souligne bien que sa conception et sa naissance n'est que le fruit du travail de sa mère. Évidemment, le pourboire, c'est Sardou, c'est le chanteur, c'est ce qui reste après que sa mère s'est prostituée. La suite du premier couplet confirme les conditions de sa naissance. Seulement mon père, c'était un régiment et on comprend directement ce que sa mère fait réellement dans la vie. Mais ce qui est intéressant réside dans la dernière phrase. Vous comprendrez sans doute pourquoi j'ai l'air méchant. Là, on est face au rejet et à la misanthropie. La haine du monde vient de cette absence de père. Il a l'air méchant, mais il ne l'est pas. Il s'est fermé au monde à l'inverse de sa mère qui s'est ouvert à lui. Mauvais homme, mauvais mari, mauvais amant, qui tient debout évidemment entre l'alcool et les calmants. Mauvais homme, j'étais déjà mauvais enfant, mauvais frère et mécréant, le cœur battant au minimum. Il n'est pas parti du bon pied dans la vie. Dans le ventre de sa mère, il était déjà étranger au monde. Alors, une fois adulte, il est tout naturel qu'il devienne un mauvais mari, un mauvais amant, qu'il boit de l'alcool, qu'il prenne des calmants. Le point d'intérêt du refrain se trouve lorsqu'il chante le mauvais enfant. En effet, il oppose l'âge adulte à l'enfance comme s'il y avait une certaine continuité. J'étais déjà mauvais enfant. Le déjà explique cette amertume, ce rejet de l'autre. Le cœur battant au minimum montre qu'il est dénué de toute relation sociale et que son cœur bat au minimum pour sa survie.
Lorsque Sardou chante ces paroles, il cherche à expliquer qu'il n'est pas un mauvais homme. Aux yeux de la société peut-être, mais pas pour lui. Cette aversion pour les autres fait de lui un étranger en son monde. Il n'est qu'un type perdu qui ne voulait rien demander. Avançons légèrement et arrivons à la deuxième partie de la chanson. Sardou chante. Je voudrais recommencer, c'est ça mon testament, transformer mon passé, mais comment ? Être un jour peut-être une Bible ou un enfant, un animal normal, simplement. Il ne veut plus être sur cette terre, ou du moins il voudrait recommencer sa vie pour ne plus se laisser aller au déboire, au péché, à l'alcool. Ce que confirme la seconde phrase, transformer mon passé, mais comment ? Puis il dit vouloir être une Bible ou un enfant. Alors là, laissez-moi aller sur des spéculations. Dans la Bible, il est question des enfants, comment ils doivent se comporter et comment les chrétiens les considèrent dans l'exercice de leur foi. J'ai trouvé ce proverbe dans la Bible. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Est-ce là l'explication du recommencement ? Il me plaît à y croire du moins. Il veut redevenir enfant et être instruit par sa mère correctement pour devenir un animal normal simplement. On arrive à présent au passage le plus fort de la chanson. Là où il se rend compte qu'il ne reste plus qu'à revenir dans le corps de sa mère. Et oui, plus de la femme dont il parlait au début de la chanson, mais de sa mère. Le changement de dénomination montre la volonté de devenir un homme normal. La fin de la chanson est tout aussi émouvante. Cette fois-ci, il se rend compte qu'il n'y a rien de valeureux et de bon dans sa vie. Il dit qu'il ne peut plus changer l'histoire, qu'il couche avec des sorcières, qu'il s'endort avec un rhum et surtout qu'il a vendu son âme au diable. En analysant la chanson, je comprends réellement ce que Sardou et Dabadi ont voulu créer comme personnage. Je vous l'assure, je l'ai écouté des dizaines et des dizaines de fois cette chanson. Mais pour cette vidéo, je l'ai enfin comprise. Le mauvais homme de Sardou parle d'un homme à la vie ratée qui s'en rend compte et qui souhaite recommencer. Mauvais homme qui a vendu son âme au diable et qui finit tout seul à table. Préservation. Quatrième chanson de l'album, Préservation est un vibrant hommage aux jazzmen de la Nouvelle-Orléans. Les paroles de la chanson sont une fois de plus signées Pierre Delanoë et Michel Sardou sur une musique de Jacques Revaux. C'est intéressant de voir dans cet album les influences de voyages lointains. Nous y reviendrons avec Je viens du Sud, mais combiné dans le même album le Connemara, la Nouvelle-Orléans et le sud de la France, fallait y penser. Passons à l'analyse de la chanson. Vous l'aurez remarqué, l'introduction est déconcertante avec les bruits de pas, de moto ou d'une voiture qui semble s'arrêter devant une salle de spectacle. Vous l'aurez deviné, il s'agit du Preservation Hall, l'un des plus célèbres clubs de jazz de la Nouvelle-Orléans. On y entend les bruits d'un public qui discute devant un spectacle qui vient juste de s'arrêter. Puis la musique se lance. C'est extrêmement intéressant car Jacques Revaux a créé une musique sur le symbole des tempos des musiques de la Nouvelle-Orléans. Le fameux tempo Nouvelle-Orléans que Sardou réutilisera dans une autre de ses chansons, La Dernière Danse. Bourbon Street est une allée extrêmement connue à la Nouvelle-Orléans dans le quartier français. Il comporte de nombreuses salles de spectacle dont le Preservation Hall dont il est question ici. La chanson est aussi un hommage au groupe de jazz qui a vu le jour dans cette salle de spectacle, le Preservation Hall Jazz Band. Le Preservation Hall Jazz Band est un orchestre de jazz de la Nouvelle-Orléans fondé par le tubiste Alan Jaffe au début des années 1960. Le groupe depuis sa création était composé de nombreux musiciens de jazz, mais la particularité que souligne Sardou réside dans la description de ce dernier. Des gens d'une autre génération, 4 vieillards, moitié blancs, moitié noirs, etc. On est ici devant l'universalité de la musique. Chaque musicien se réunit pour une seule chose, le jazz, et depuis des dizaines d'années. Bon, bonne nouvelle, Sardou a répondu aux deux premières questions de la chanson, préservation de qui et de quoi. Poursuivons notre analyse jazzy. La deuxième partie de la chanson rend d'autant plus hommage aux jazzmen par la description des musiciens et les références à leur musique. Premièrement, le pianiste soi-disant centenaire, certainement par son physique, sa manière de jouer et son allure, ressemble à Fats Waller, immense pianiste de jazz. Sardou dit qu'il cultivait la note bleue. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la note bleue, c'est une manière de jouer propre au jazz. C'est une note jouée ou chantée avec un léger abaissement d'un demi-ton au maximum et qui donne sa couleur musicale au blues et au jazz. Le deuxième hommage est pour Sidney Bechet. En effet, les musiciens jouent Joshua Fit the Battle of Jericho, célèbre titre du clarinettiste. La soucoupe posée sur le piano se remplit de $2 à la fin de la musique. Le pourboire est très vite complété par 50 cents, le fameux When the Cents de, oui, bien évidemment, Louis Armstrong, légende du jazz et virtuose de la trompette. Remarquez, faire un hommage aux jazzmen de la Nouvelle-Orléans sans citer Louis Armstrong, né dans cette ville, c'est un peu comme aller à Dieppe sans voir la mer.
Vous l'avez? Encore un peu de cidre. Ah bah, je me demande si ça serait bien prudent. Manger des tripes sans cidre, c'est aller à Dieppe savoir la vue. Entre une boutique de frites et un bordel béant, j'ai lu avec stupéfaction. Préservation pour les mamans qui s'en vont. Il faut apprendre. Cinquième chanson du disque, Les mamans qui s'en vont est une chanson qui traite de la séparation d'un couple et d'une vie sans maman pour les enfants. Il s'agit de la seconde collaboration entre Sardou et Dabadi pour un thème cher à Michel Sardou. La séparation d'un couple et l'enfant au milieu, thème traité déjà d'ailleurs 2 fois par le passé. La première avec Petit, sorti en 1968, et la seconde avec Un enfant, sorti en 1972. Pourtant, cette fois-ci, la musique change de ce que Sardou a l'habitude de chanter sur ce thème. En effet, la mélodie est plus joyeuse, certainement pour faire croire que l'homme qui l'incarne assure les tâches quotidiennes et l'éducation des enfants sans encombre. Enfin, c'est ce que l'on va voir dans l'analyse. Dans le premier couplet de la chanson, on remarque que le manque est omniprésent. L'homme autorise ses enfants à se coucher plus tard, à ne pas réviser les leçons, à regarder la télévision, bref, à avoir du bruit dans la maison. Manière habile de Dabadi de mettre en exergue la solitude d'un homme. Poursuivons sur le refrain. Quand ce sont les mamans qui s'en vont, il faut apprendre à vivre entre hommes et à partager la maison. Oui, quand ce sont les mamans qui s'en vont, la vie doit continuer sans elles, même si sans elles, elle est moins belle. Plus de doute, nous apprenons que la maman est partie. La maison est vide et il faut apprendre à vivre entre hommes. C'est quand même étonnant puisque nous sommes en 1981 et même si l'émancipation des femmes poursuit son cours, rares sont les chansons qui traitent du sujet. Cette fois-ci, c'est bel et bien l'homme qui se retrouve seul à élever les enfants. Sardou poursuit en montrant qu'il doit continuer même si sans elle, la vie est moins belle. Eh bien, on peut dire que c'est très joliment tourné. Remarquez comment ces 4 vers résument à la perfection la chanson et la fatalité de la séparation. On va se fabriquer un gâteau, je vous ferai rire avec mes casseroles. Dimanche, on ira faire du bateau, demain, je vous prends à l'école. On n'est pas mieux entre vieux amis, ce soir, vous dormez dans mon lit. Le second couplet est tout aussi touchant. On se plonge dans la vie de ce papa qui éduque seul ses enfants. On voit bien la scène du gâteau qui foire avec les casseroles qui tombent dans tous les sens et les rires des enfants. Tout comme le dimanche en bateau et les sorties d'école. Nous partageons presque des moments de tendresse entre lui et ses enfants. Les 2 derniers vers de ce deuxième couplet concluent parfaitement l'esprit de la chanson. Je disais au début de l'analyse qu'il voulait surtout pas rester seul le soir. Et que fait-il? Proposer à ses enfants de dormir dans son lit. Et ce qui est encore plus fort, c'est que, comme nous le montre le vers précédent, ils sont presque devenus comme de vieux amis. Alors oui, c'est peut-être pas la chanson la plus connue du répertoire de Michel Sardou, mais je la trouve vraiment touchante et pleine d'humanité. Remarquez, c'est Jean-Loup Dabadi qui l'a écrite et vous savez comme moi son talent pour écrire les situations de la vie de tous les jours, comme dans la gifle. Ce sont les mamans qui s'en vont. Il faut apprendre à vivre entre hommes et à partager la maison. Musica, do re mi. Alors, sur cette 6e chanson de l'album, il faut que je vous avoue quelque chose. Musica est l'une de ces chansons dont je justifie l'existence uniquement pour la beauté artistique. Pas d'histoire, pas de revendication, non, juste de la musique. Et c'est finalement bien pensé, une musique qui parle de la musique, tout simplement. Les paroles sont de Pierre Delanoë et la musique de Toto Cutugno. D'ailleurs, le thème ressemble énormément aux chansons italiennes de l'époque. Pensez évidemment à Toto Cutugno, mais également à Gianni Nanzaro et sa Romanella. Concernant les paroles encore, on peut les qualifier de mélodiques, dans le sens où chaque mot fonctionne en harmonie avec les autres. Sardou chante le beau pour le beau. Il est cependant intéressant de se pencher sur le dernier couplet. Dans la cohue du temps qui passe, avant qu'on ait perdu ma trace, quand mes compagnons de galère viendront me voir pour ma dernière note de musique, les plus vraies, les plus pathétiques, celles que je n'entendrai pas et que vous chanterez sans moi, l'Ave Maria. On comprend que le chanteur est décédé et que les dernières notes seront celles chantées par ses amis à ses funérailles. Bref, Musica est une chanson qui nous emporte dans une certaine ambiance musicale. Une ambiance qui se classera 2 fois en tête du hit parade de RTL en 1982. Et pour l'anecdote, Toto Cutugno chantera aussi sa version en italien. Jetez-y un œil, ça vaut le détour. Pour la musica, do re mi re do si la sol. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi la main. Comment une boutade entre amis est-elle devenue l'un des plus grands succès de Michel Sardou? Tantôt adulé, tantôt décrié, une chose est certaine, être une femme ne laisse pas indifférent. Tout est parti d'une petite phrase, accéder à la présidence et de la faire bander la France. Une petite phrase qui fera couler un fleuve de couplets 25 en 4 minutes et surtout un déluge de critiques.
Vous l'aurez compris, on parle bien évidemment d'Être une femme, 7e chanson de l'album et qui se sera écoulée à près de 650 000 exemplaires. Posons-nous 5 minutes et demandons-nous si Être une femme est une chanson à la gloire des femmes ou est-ce l'éloge du machisme? Bon, on va pas se mentir, l'intro nous plonge directement dans le contexte. Sardou part dans un voyage en absurdie où il imagine sans complexe changer de sexe, où il vit l'étrange drame d'être une femme. L'introduction commence calmement, sans se douter du débit de parole qui arrive. Le premier couplet démarre et c'est parti pour 3 minutes 30 à pleine vitesse. Mais que dit Sardou dans cette chanson? Quand on analyse les paroles, on voit bien que l'intention de la chanson n'est pas de jaser sur la nouvelle place des femmes dans la société, mais au contraire de montrer qu'elles font en 1981 les mêmes métiers que les hommes. Alors, il est certain que la chanson a été écrite par 4 hommes. On parle de seins, on la voit rouler des pelles, on la veut présidente pour faire bander la France. Bref, on est au cœur d'une conversation entre 4 hommes. Pourtant, le fond de la chanson est foncièrement positive. Elle montre que toutes les femmes ont atteint un niveau dans la société leur permettant d'exercer les mêmes métiers que les hommes. Attention, je n'oublie pas qu'en 1980 et même aujourd'hui, il demeure un certain plafond de verre. Mais ce n'est pas le sujet de la chanson. Sardou est en phase avec la société française. Mais est-ce possible? Après tout, pourquoi pas? N'oublions pas que le temps des villes de solitude est bien loin. Sardou est devenu consensuel depuis Je vole, la Java de Broadway ou encore Le France. Le génie de la chanson réside dans le fait qu'on parle d'elle. Même si ce n'était pas l'objectif des 4 auteurs à la base, les féministes ont fait parler de la chanson. Et finalement, le scandale n'est-il pas la meilleure des promotions? Maîtriser à fond le système, s'installer à la présidence et de la faire bander la France. Alors oui, la chanson brosse le portrait de l'évolution des femmes. Oui, elles peuvent faire les mêmes métiers que les hommes. Oui, c'est une chanson écrite par des mecs avec certainement un brin de testostérone dans l'histoire. Mais c'est tout. Ah, et au passage, foncez voir Sardou déguisé en femme sur le clip, ça vaut le détour. Comme quoi, même le symbole de la masculinité peut se déguiser en femme, le tout avec une bonne dose d'autodérision. Accéder au pouvoir suprême, s'installer à la présidence et de la faire bander la France. Je viens du sud et partout. La dernière chanson de l'album et l'avant-dernier titre du disque est sans doute la plus émouvante. C'est la seule chanson à faire référence à la vie personnelle et aux origines de Michel Sardou. On se plonge dans les films de Fernandel ou de Pagnol, on voit le soleil, on entend presque les cigales. Cette chanson est comme le synopsis de l'amour fusionnel avec son père Fernand. Écrite par Sardou et Delanoë sous une musique de Jacques Revaux, les 3 hommes concoctent l'une des plus belles chansons de Sardou et certainement l'un des vers les plus émouvants. Bref, place à l'analyse. L'introduction marque le début d'une chanson calme, émouvante, quasi confidentielle. L'arpège a ce pouvoir de mettre directement dans l'intimité. Et c'est selon moi le but recherché avec le premier vers. J'ai dans le cœur, quelque part, de la mélancolie. Et nous voilà d'entrée de jeu plongés dans la confidence. Sardou va une fois de plus, même s'il n'est pas l'homme de ses chansons, comme il le dit dans Salut, parler en son nom. Après avoir évoqué ses origines, un mélange de sang barbare et d'un vin d'Italie, nous sommes plongés dans un décor pagnolesque, si vous me permettez l'expression. Un mariage à la campagne tiré par 2 chevaux, un sentier à la montagne pour aller puiser l'eau. Cela ressemble grandement à la gloire de mon père, non ? Puis, toujours dans la confidence, au fond de sa mémoire, nous sommes plongés dans les campagnes provençales avec ces lumières d'autrefois, qui rappellent certainement le soleil ou les feux de bois, ces femmes qui portent le deuil pendant des années habillées de noir, ces maisons en pierre et bien évidemment la mer. Le cœur de la chanson bat à 2 moments. Le premier battement se fait sentir à la fin du premier couplet, lorsque Sardou parle de ce cimetière où les croix sont penchées. Au premier abord, ces 4 vers ne semblent pas nous transcender, mais pourtant, ils plongent celui qui les écoute dans l'univers et le mode de vie des Méditerranéens. Vous savez, ces familles où la relation entre les générations est extrêmement importante, où les anciens vivent avec les générations plus jeunes. Bref, ces 4 vers sont les premiers battements d'une chanson hommage aux racines de Sardou. D'ailleurs, le refrain montre cet attachement à ce sud, à la terre de ses ancêtres. Je viens du sud et par tous les chemins, j'y reviens. Et justement, cette chanson est un moyen de revenir dans le sud de son père Fernand. Même la musique d'inspiration italienne avec les sanglots des mandolines en fond renforce les origines méditerranéennes du chanteur. Le second couplet nous plonge dans la vie de tous les jours des gens du sud. Une vie que Sardou aurait certainement aimé connaître. Lorsqu'il parle des voix le soir, de quelque chose qui crie, des colères monumentales quasi italiennes et théâtrales, on est proche de la commedia dell'arte. Mais l'intérêt de ce couplet, c'est encore une fois les 2 derniers vers. Si vous connaissez le mode de vie du Sud, les discours interminables après le déjeuner ne vous laissent pas indifférent. Par la chanson, Sardou vit des moments qu'il aurait aimé connaître, attablé avec sa mère et son père.
Enfin, le dernier couplet confirme et conclut sur cette volonté de rendre hommage à ses ancêtres. La mélancolie l'emporte peu à peu sur sa vision rêvée du Sud. On a l'impression qu'il souhaite tout abandonner pour goûter au mode de vie du Sud. L'envie de remettre à l'heure les horloges de sa vie, n'est-ce pas l'une des plus belles manières de dire qu'il a envie de se reconnecter avec ses ancêtres et notamment avec son papa disparu 5 ans plus tôt. Sardou se projette directement à la campagne avec son jardin dans la montagne, son sentier pour aller puiser l'eau et ses jours de repos. Mais le point d'orgue de la chanson s'inscrit dans les 4 derniers vers. Nous arrivons au deuxième battement, au deuxième temps fort de cette dernière chanson. Sardou se voit dans cette maison au-dessus de l'eau où on peut imaginer aisément que ses ancêtres y ont vécu. Mais surtout, il se voit vivre auprès de son père au-dessus de ce cimetière où il est couché. Ce dernier vers peut paraître anodin, mais lié au cœur de la chanson. Il est tout ce que Sardou a comme admiration pour son père. Il conclut, je dirais de manière élégante, la chanson en disant que son père n'est pas mort, il est couché. On voit bien ici la complémentarité dans les chansons de Sardou. Son père est très souvent évoqué, et ce dernier vers ne peut que nous faire penser à la chanson où il met en scène sa propre mort. Je ne suis pas mort, je dors. Au-dessus d'un cimetière où mon père est couché. Je viens du Sud et partout les... Comment classer ce dernier titre de l'album des Lacs du Connemara? Ce n'est pas une chanson mais un poème que nous livre Sardou pour conclure l'album qui, nous l'avons vu, a bouleversé sa carrière. Il est certain que les noces de mon père font écho à Je viens du Sud, renforçant son attachement à ses origines mais également l'amour envers ses parents. Sardou nous livre un poème écrit par son père Fernand à l'occasion de son mariage avec Jackie en 1945. Plus, nous sommes plongés dans l'intimité du chanteur, fumant sa cigarette et partageant avec nous la douceur et les sentiments qu'éprouvaient ses parents l'un envers l'autre. Les Lacs du Connemara est indéniablement l'album de la carrière de Michel Sardou. Ce n'est certainement pas l'album le plus engagé, le plus recherché musicalement, avec les thèmes les plus forts, mais il partage l'ensemble de ses caractéristiques. Sardou nous fait à la fois danser dans les Lacs du Connemara, il nous fait pleurer avec Je viens du Sud, il nous fait réfléchir avec L'autre femme, il nous fait danser et également réfléchir avec Être une femme, et enfin, il nous fait vibrer avec Le mauvais homme. Je pense que c'est la force et le talent d'un artiste, celui de nous faire passer par l'ensemble de nos émotions. Et les Lacs du Connemara est un album composé par les maîtres de la chanson française, Jacques Revaux, Pierre Billon, Pierre Delanoë et bien sûr Michel Sardou. Depuis 1981, des générations de Français découvrent ou redécouvrent ces musiques. Même s'il est aujourd'hui banal de dire que Michel Sardou est à la chanson française ce que Mozart est à la musique classique, c'est-à-dire intemporelle, comme le dit si bien le prof dans La famille Bélier, l'album du Connemara est le point d'orgue d'une carrière longue de 50 ans. Je pense que si Sardou n'avait pas embrassé les années 80 avec cet album, il aurait sans doute entamé une traversée du désert comme son ami de toujours, Johnny Hallyday. Demandez à votre entourage s'ils connaissent la moitié des chansons de l'album. À coup sûr, ils les connaîtront par cœur. Merci d'avoir suivi cette analyse musicale, la première sur la chaîne. C'était un réel plaisir d'écrire et de réaliser ce premier opus. Alors bien sûr, s'il vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à mettre un j'aime, à vous abonner à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube bien évidemment. On a un Tipeee, jetez-y un œil, il est dans la description. Et quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur la 7e production. Salut! Je suis venu vous dire salut. Je suis venu vous dire salut.